Nous sommes donc passés d'un grandiloquent « nous sommes en guerre », Emmanuel Macron le 16 mars 2020, à un piteux « il faut apprendre à vivre avec le virus », le même président 6 mois plus tard. Les coups de menton du ministre Véran, qui, toute honte bue, se permet de tancer les parlementaires qui font leur travail de contrôle de l'action de son gouvernement pour masquer son mauvais bilan, n'y changeront rien. Si nous sommes passés du son du clairon à la capitulation, pour reprendre le vocabulaire martial tant prisé par la Macronie, c'est que les choix de ce gouvernement et de cette majorité nous ont fait perdre bataille après bataille. La bataille des moyens. Comment le gouvernement peut-il justifier la restriction des libertés par la saturation du système de santé, alors qu'en même temps, ce gouvernement a supprimé 4 200 lits d'hôpitaux en 2018, 3 400 lits en 2019, et que faute de personnel disponible, des soignants et soignantes testés positifs à la Covid-19 ont dû être mobilisés. Avec 900 millions d'euros en moins pour l'hôpital en 2021 et 4 milliards d'économies attendues sur les dépenses de l'assurance maladie dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, comment pense-t-il sérieusement faire croire qu'il a pris conscience de l'ampleur de la crise ? Alors que c'est l'implication collective des soignants et soignantes, des salariés essentiels et de toute la population pendant le confinement qui a permis de faire baisser le taux de propagation du virus, ce gouvernement et cette majorité n'ont cessé de piétiner toutes les formes de démocratie. Démocratie sanitaire, démocratie sociale, démocratie parlementaire. Vous avez choisi, chers collègues, de privilégier le verticalisme jupitérien au détriment des contributions associatives, syndicales et politiques, y compris de groupes d'opposition. Et vous continuez, monsieur le ministre, encore aujourd'hui à feindre d'ignorer des propositions telles que celles faites depuis des mois par la France insoumise. Permettez-moi de vous les rappeler rapidement. 11 propositions législatives pour la nationalisation de Luxfer et Famar, la création d'un pôle public du médicament, la réquisition de l'industrie textile, la suspension des loyers, la gratuité des obsèques pour les familles des victimes de coronavirus, la gratuité des masques, la reconnaissance du coronavirus comme catastrophe naturelle, la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle, l'encadrement des prix alimentaires, la lutte contre la précarité énergétique, l'annulation de la dette. Nous avons aussi formulé 11 mesures d'urgence pour les moyens de protection globale de la population et des mesures d'urgence spécifiquement pour les étudiants et les étudiantes. 25 propositions pour la sortie de crise au niveau européen, un plan de déconfinement général et un plan de déconfinement économique pour une bifurcation écologique, ainsi que 4 guides sur les violences intrafamiliales liées au confinement, la protection des salariés pendant la crise, des analyses des ordonnances et des préconisations municipales pour les élus. Infantilisant le peuple, méprisant la représentation nationale et la société civile, vous n'avez cessé de mépriser, vous n'avez cessé de mentir, perdant haut la main la bataille de l'opinion. Sur la gestion de la crise et le manque d'anticipation, rappelons qu'en novembre 2019, des premiers cas étaient détectés en Chine, mais aussi en France, alors que le 24 janvier, la ministre a expliqué que le risque d'importation depuis le Wuhan est quasi nul, le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible, pour finalement avouer en mars qu'elle avait quitté le ministère, je cite, en pleurs parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Cette même ministre, comme vous, monsieur Véran, est aujourd'hui assignée devant la Cour de justice de la République. Parlons du dépistage. En 17 mars 2020, la France n'est pas visée par les consignes de l'OMS de tester, expliquait Jérôme Salomon. Le 24 mars, vous-même, monsieur le ministre, expliquiez que tout allait bien, que nous avions toutes les capacités qu'il faut. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, lui, reconnaissait l'échec de votre non-stratégie. On pourrait gloser sur la pénurie et l'inutilité des masques. Je vous épargnerai à nouveau tous les discours et les affirmations péremptoires de vous-même, monsieur Véran, de l'ancienne porte-parole, madame Ndiaye, qui ont abouti au fait que vous expliquiez que les Français n'étaient pas assez habiles pour mettre des masques. Et aujourd'hui, ils sont obligatoires, pas gratuits, mais obligatoires partout. Cette politique de gribouille a conduit à affaiblir la réponse sanitaire et la protection de la population, qui d'ailleurs ne s'y est pas trompée. Fin mars, 79% des Français et Françaises estiment que l'exécutif a trop tardé à prendre des mesures. En mai, c'est les 2/3 qui estiment que le gouvernement n'a pas été à la hauteur, alors que 51% des populations en Europe pensent que leur gouvernement a bien géré la crise. Faute d'avoir adopté des mesures concrètes
économique, sanitaire et sociale. Vous avez laissé l'hôpital à l'abandon et vous préférez confiner nos libertés. En l'occurrence, vous ne vous êtes pas montré digne de notre confiance, ni celle des citoyens et citoyennes. Nous ne saurions approuver votre demande. C'est effectivement un amendement de suppression de cet article 1er, car le gouvernement ne nous a pas convaincus. Dans toute évidence, il n'a pas les arguments, étant donné le spectacle que nous a offert le ministre de la Santé. J'imagine qu'il fera le même devant la Cour de justice de la République, quand il devra rendre des comptes. Bon, s'il vous plaît, on ne va pas s'échauffer à chaque prise de parole. Nous écoutons Madame Obono. Gardez vos nerfs, collègues, gardez vos nerfs. Un peu de sang-froid, s'il vous plaît. Un peu de sens des responsabilités, de la décence. Je sais que ça vous manque, mais vous devrez vous y faire. Effectivement, nous sommes pour la suppression de cette... On va devoir faire une suspension de séance, je crois, pour que vous vous calmiez, peut-être. S'il vous plaît, nous écoutons notre collègue. Madame la Présidente. Donc, s'il vous plaît, nous sommes en train d'examiner le premier amendement. C'est important que nous nous écoutions. Hier, les débats ont été très apaisés. Je pense que ça peut continuer ainsi. Donc, nous écoutons Madame Obono sur cet amendement de suppression. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, le gouvernement n'a pas d'argument, outre, comme l'ont soulevé plusieurs collègues, l'argument non dit qui est qu'il prévoit effectivement de décréter un confinement généralisé. S'il était dans une démarche d'ouverture et de transparence et de respect du Parlement, il mettrait sur la table cette option parce que nous sommes tous et toutes responsables et nous avons tous et toutes été, depuis le début de cette crise, en responsabilité avec en tête l'intérêt général de la population, avec en tête la gravité de la situation, malgré d'ailleurs les incohérences de votre gouvernement et de votre majorité qui n'ont pas arrangé la confiance de la population. Nous sommes dans un des pays d'Europe, le pays d'Europe où la population a le moins confiance dans ce que vous faites. Donc ce n'est pas la France insoumise qui le dit, ce sont la majorité des Français et Françaises. Et le cadre juridique que vous avez bricolé depuis plusieurs mois ne correspond pas, de notre point de vue, à une nécessité. Le droit commun permet un certain nombre d'actions. Et l'état d'urgence sanitaire, s'il doit être mis en place, nous n'avons pas une opposition de principe à cela. Il faut des marges de manœuvre au gouvernement. Il doit l'être dans un cadre clair et transparent, ce que vous ne proposez pas, Monsieur le Ministre, et donc qui ne nous convainc pas. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article 1er en formulant, comme nous le faisons depuis des mois, ne vous en déplaise, des propositions très concrètes auxquelles vous ne répondez pas non plus sur le fond. Cette prorogation de 3 mois de l'état d'urgence sanitaire qui a reçu un avis favorable du Conseil scientifique est aujourd'hui nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation sanitaire. Depuis juillet, les oppositions ont critiqué le régime transitoire en disant que le gouvernement devait assumer ses responsabilités et déclarer l'état d'urgence sanitaire si la situation le nécessitait. Cette majorité a néanmoins tout fait pour repousser ce moment fatidique, consciente des bouleversements qu'il engendrait. Aujourd'hui, plus personne ne conteste la gravité de la situation et la nécessité d'agir avec les instruments juridiques adaptés, c'est-à-dire l'état d'urgence sanitaire qui a permis d'instaurer le couvre-feu. Cette mesure, bien sûr, elle est éprouvante et qu'elle aurait été préférable de s'en dispenser, mais qu'elle est malheureusement nécessaire lorsqu'on voit que 42 000 nouvelles personnes ont été contaminées sur la seule journée d'hier. Bien sûr, j'aurais pu rappeler les conclusions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, mais comme le ministre, je ne suis pas juriste, et comme lui, je suis simplement médecin généraliste. Et j'ai l'impression que parmi certains d'entre vous, on nous demande une date de confinement, s'il y a un confinement, et cette date, c'est-à-dire de prévoir l'avenir. Comment prévoir l'avenir quand on ne connaît pas ce virus? Certains avaient imaginé une deuxième vague. Elle est arrivée, mais on ne sait même pas comment. Est-ce que c'est un coup de froid? Est-ce que c'est les vacances? Est-ce que c'est les jeunes? On ne connaît pas ce virus, on ne peut pas prévoir. Mais il nous faut absolument donner toutes les armes pour pouvoir le combattre. Je répéterai ces chiffres qui sont pour moi le plus important. 1 million de cas positifs, 34 500 décès. Hier, 42 000 nouveaux cas positifs, 300 décès.
c'est-à-dire grosso modo, malheureusement, un décès tous les 5 minutes. C'est aussi 50% de plus en une semaine en hospitalisation, 50% de plus en réanimation. Je pense que c'est un état d'urgence exceptionnel, extraordinaire. Ces 3 termes que vous avez utilisés, M. Gosselin, à la commission des lois, ils m'ont marqué. Je pense que nous sommes dans une situation extraordinaire, d'urgence exceptionnelle. Sinon, dites-moi à quel chiffre vous atteignez cette situation. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Madame Obono, vous avez la parole. Collègues rapporteurs, nous ne vous demandons pas une heure et une date du confinement général. Je pense que tout le monde a conscience que ce ne sont pas des choses que vous pouvez apporter dans la discussion. Mais nous espérons tout de même que le gouvernement a plusieurs options sur la table. Parce que là, ce serait inquiétant de se dire qu'il naviguerait à vue et opterait pour telle ou telle décision 5 minutes avant une conférence de presse. Non, enfin, j'espère quand même que ce n'est pas ce que vous êtes en train de nous dire. Donc on peut comprendre que pour le moment, vous envisagez le couvre-feu, mais que effectivement, le confinement généralisé que personne ne souhaite imposer à la population et s'imposer à soi-même ces contraintes, est effectivement sur la table, et que vous avez quand même des peut-être projections en fonction de l'évolution et du pire scénario qui signifierait qu'à telle date, il faudrait faire un confinement. C'est tout ce que nous vous demandons. Quand nous vous avons interpellé, nous n'étions pas les seuls, mais dans l'Assemblée, c'était quand même particulièrement marquant quand le président Mélenchon disait qu'une deuxième vague est fort certaine. Il ne s'agissait pas de jouer à Madame Irma, mais en fonction de ce qui était dit, y compris par les scientifiques. Il s'est fait rironner et mépriser parce que voilà, ça semblait être complètement lunaire. Et vous le savez, vous le dites aujourd'hui, qu'il y a bien une deuxième vague. Donc la question, c'est vraiment cela. Qu'est-ce qui est anticipé et anticipable? Qu'est-ce qui est projeté? C'est tout ce que nous vous demandons et que vous n'apportez pas sur la table. Voilà pourquoi on ne peut pas vous faire confiance sur cet article premier comme sur ce texte. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Obono pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. C'est un rappel au règlement au titre de l'article 58 pour mise en cause pour fait personnel. Vis-à-vis du ministre qui, depuis les débats en commission, a choisi de me désigner comme une sorte de tête de turc. Je crois que nous partageons ce rôle avec la députée Vonner, et qui refuse à chaque fois de répondre à mes interrogations, qui sont semblables en fait à celles que tous les autres collègues posent, aux propositions que nous faisons par des mises en cause de ma personne de manière assez ridicule, parce que je crois que personne n'est dupe de la fausse humilité et des rodomontades dont vous faites preuve. Donc je crois vraiment que pour la bonne tenue des débats, cher ministre Véran, et puis surtout, pour la crédibilité, enfin, ce qui vous reste de crédibilité devant la population, il serait bon que vous répondiez sur le fond et que vous répondiez sur le fond ce dont vous êtes tenu devant la représentation nationale vis-à-vis de tous les députés, y compris ceux avec lesquels vous pouvez être en total désaccord et dont vous pouvez trouver que les questions dépassent des portes. Vous êtes tenu constitutionnellement de nous répondre et vous n'avez pas à être fier de pouvoir dire que vous ne répondez jamais à un ou une députée. Merci, et faites-le sur le Obono. fond, parce que je crois sinon ça va être une très très longue journée et ça n'aboutit au final à rien d'autre qu'à renforcer. Alors concrètement, le ministre a pris à 2 reprises 10 minutes de temps pour répondre à toutes vos prises de parole. Donc je vais mettre aux voix ces amendements de suppression avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous avons là en fait l'exemple typique d'une forme de mauvaise foi de gouvernement et de la majorité, parce que vous avez des propositions de parlementaires de différents bancs sur d'autres modalités qui nous semblent plus à même à la fois de répondre à la situation d'urgence et de respecter le cadre parlementaire et démocratique.
là, il n'y a pas de réponse, et il n'y a pas de réponse à plusieurs questions. Je suis désolée, il ne suffit pas de répondre à certains députés par préférence et mépriser d'autres pour considérer qu'on respecte le Parlement. Et on le respecte encore moins quand, après avoir répété à quel point il y avait urgence, à quel point il était important que le Parlement se réunisse, et nous sommes là présents et présentes, nous le serons toute la journée, le ministre effectivement annonce qu'il va se rendre dans une visite d'un hôpital. J'imagine que les soignants et soignantes seront très heureux et heureuses de le recevoir, mais ce n'est pas la première fois, et je crois qu'il y a peut-être plus besoin de donner des moyens concrets plutôt que de faire de la communication, et j'ai l'impression malheureusement que le gouvernement privilégie par trop la communication médiatique à la prise de décision et au respect du Parlement. Voilà encore un exemple typique dont vient de nous montrer le gouvernement. C'est un amendement de proposition sur une méthode pour la prise de décision sur la question de l'état d'urgence sanitaire. Nous pensons qu'il est important qu'un tel statut et l'instauration d'un tel statut se fasse dans le cadre parlementaire devant la représentation nationale, et pas juste seulement après coup, après décret du ministre. Parce que justement, en toute responsabilité, nous devons prendre la décision de restreindre à ce point les libertés, de donner au gouvernement des pouvoirs exorbitants, et de notre point de vue, ça ne peut pas se dérouler a posteriori. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement avec un dispositif afin de permettre de réagir promptement, de permettre de réagir tous et toutes ensemble promptement à la situation, en renforçant les garanties démocratiques de cet état d'exception, afin que l'état d'urgence sanitaire soit par principe déclaré à la suite d'un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, autorisant le gouvernement à instituer ce nouvel état d'exception, un vote qui pourrait également avoir lieu par la réunion d'un quorum représentatif des forces à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il faudra un vote du Parlement 12 jours après l'entrée en vigueur du statut pour être renouvelé, et non pas un mois comme c'est prévu actuellement. Il nous semble que tout cela pourrait permettre de mieux encadrer le dispositif tout en restant réactif face à la crise. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Mon avis est totalement défavorable. Par cet amendement, on entraverait totalement la capacité et la réactivité de l'exécutif à réagir en période de crise sanitaire. Et le gouvernement, je pense, est suffisamment contrôlé. Nous en sommes au 5e projet de loi et je pense qu'il y en a un 6e qui devrait arriver en janvier. Avis défavorable. Madame la ministre. Pour les mêmes raisons évoquées que le rapporteur, avis défavorable. Madame Obono. Je suis au moins satisfaite que vous entendiez enfin le fond de nos arguments et que vous compreniez qu'il s'agit de propositions pour sécuriser l'ensemble des mesures qui sont prises. Par ailleurs, je vous rappelle que depuis plus de 9 mois maintenant, nous votons effectivement un certain nombre de textes et je crois que nous sommes maintenant avec un petit peu de recul au fait des difficultés que l'accumulation, y compris les législatives, sans trop de prévisions, apporte. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'attendre jusqu'à janvier pour faire en sorte de mettre un peu à niveau l'état d'urgence sanitaire et que cette proposition, si elle était adoptée aujourd'hui, permettrait au contraire de créer un cadre, on va dire, de plus grande confiance et de plus grande responsabilité à la fois du gouvernement et de la représentation nationale. Et donc, pourquoi attendre en janvier et de repousser en janvier ce que l'on peut faire maintenant et ce qui permettrait de rendre, je crois, ce texte un peu plus acceptable. Nous continuerons à faire ces propositions comme nous le faisons depuis le début, mais votre intervention, à mon sens, va plutôt dans le sens de voter en faveur dès maintenant de cet amendement plutôt que de repousser à plus tard, en sachant que plus tard, on sait bien qu'il y a une forte incertitude et que les choses pourraient s'accélérer, autant être sécurisées dès maintenant.
Il s'agit d'un amendement qui propose que ne soient pas inscrits au casier judiciaire les verbalisations et les contraventions qui peuvent être faites au motif de non-respect des dispositions prises du fait de l'état d'urgence sanitaire. On le dit depuis plusieurs mois, il y a un certain nombre de contradictions dans les consignes et contre-consignes du gouvernement qui ont créé un état un peu de doute et de méfiance. Malgré cela, la très grande majorité de la population, la quasi-totalité de la population a suivi les consignes sanitaires un peu cohérentes qui pouvaient émerger. Et c'est ça qui a permis par ailleurs d'apporter la meilleure réponse et de faire face le mieux possible avec le respect du confinement et le fait que du coup la propagation du virus s'est beaucoup ralenti et a permis d'éteindre la première vague. Donc ce n'est pas du fait de la désobéissance ou de l'inconscience, malgré ce qu'on a pu entendre ici et là, des Français et Françaises de la population, que nous sommes dans cette situation de deuxième vague. Et de notre point de vue, c'est une erreur de la part du gouvernement, nous semble-t-il, de mettre plus de moyens et de mettre plus l'accent en fait sur la répression des comportements plutôt que sur la protection de la population. En tout cas, dans les discours, c'est souvent cela qui est pointé, et y compris de manière discriminatoire, puisque à plusieurs reprises, le gouvernement a pu se féliciter d'avoir fait des contrôles beaucoup plus dans certains quartiers, dans certains départements, alors qu'il n'y avait pas de raison objective à ce que cela soit fait. Voilà pourquoi nous proposons cette mesure qui nous... Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Quelles sont ces condamnations des violations des prescriptions de l'état d'urgence sanitaire ou du régime transitoire verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, qui peuvent être punies de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général? Nous sommes donc dans le cas de récidives et de violations répétées, donc délibérées, bien loin de la situation que vous décrivez. Rappelons par ailleurs qu'en dépit des protestations habituelles de certains, toutes les juridictions ont validé le principe de cette infraction et de son fonctionnement, qui respecte pleinement les droits de la défense et le principe du contradictoire. Avis défavorable. Merci. Madame Obono pour l'amendement numéro 5 de suppression. Nous demandons la suppression de cet article parce qu'il nous semble, comme l'ont montré d'ailleurs les interventions des collègues, qu'il traduit une forme un mélange entre du tâtonnement et de la précipitation de la part du gouvernement, qui en fait nous explique que il nous sollicite. Il a été répété à plusieurs reprises combien de fois le Parlement a été sollicité, mais ce n'est pas en soi de fait de réunir le Parlement qui rend la chose démocratique. Si vous nous proposez de nous lier les mains pendant plusieurs mois, excusez-moi, je ne crois pas que cela participe véritablement à la vie démocratique du pays. Et en fait, c'est ça que vous nous dites, avec en plus la contradiction qui a déjà été pointée sur le fait que vous dites que nous allons discuter du statut de l'état d'urgence sanitaire en janvier, mais vous prolongez au-delà de cette date-là un certain nombre de dispositions où c'est l'exécutif qui va avoir toute la main. Donc, de deux choses l'une. Soit nous avons véritablement le pouvoir de décider et vous faites confiance à la représentation nationale pour être en capacité de réagir et de donner les moyens au gouvernement, mais aussi de proposer un certain nombre de cadres et d'actions qui permettront de réagir à la crise sanitaire, économique et sociale, parce que ces répercussions-là sont bien plus larges que simplement du côté de la santé. Et donc, dans ce cas, il faut solliciter le Parlement plus régulièrement et il ne faut pas créer ce statut qui, en fait, à terme, signifie qu'on va mettre un certain nombre de dispositions qui donnent à l'exécutif des pouvoirs exorbitants de manière permanente, parce que c'est ça aussi qui nous semble être en filigrane dans cet article 2. Voilà pourquoi nous demandons sa suppression. Merci Madame la Présidente. Il y a actuellement donc une mission d'information, des missions d'enquête qui sont en cours à l'Assemblée et qui exercent leur mission de contrôle. Le gouvernement informe le Parlement de manière hebdomadaire des mesures qu'il prend dans le cadre du régime transitoire et de l'état d'urgence sanitaire.
Nous étudions le 5e projet en 8 mois sur cette question. Le Parlement sera également appelé à étudier un 6e texte relatif à la pérennisation des dispositifs de réponse à l'urgence sanitaire en janvier prochain. Les ministres sont constamment présents en commission et en séance publique pour rendre compte de leur action. Vous avez eu la promesse tout à l'heure de la présidente de la commission des lois. Le gouvernement a pris l'engagement de saisir le Parlement au début de l'année prochaine d'un 6e projet de loi afin de pérenniser les dispositifs de gestion de l'urgence sanitaire. Je vous rappelle en effet que le régime de l'état d'urgence sanitaire arrivera à échéance le 1er avril prochain, ainsi que nous l'avions inscrit dans la date du 23 mars 2020. Il me paraît utile de nous donner une perspective de moyen terme afin d'aborder utilement et sereinement cette discussion particulièrement importante et de nous y consacrer pleinement. Le régime transitoire a fait ses preuves pour organiser cet été la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire. Il aura vocation à nouveau à accompagner la période allant du 17 février au 1er avril. Enfin, je réfute catégoriquement l'idée selon laquelle la France serait plongée dans un état d'exception sans fin. Des mesures nécessaires et proportionnées sont prises afin de protéger la santé des Français. Elles sont autorisées par le Parlement, elles ont été validées par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et par le Conseil scientifique. Elles sont contrôlées par l'Assemblée nationale, par le Sénat, qui exerce leurs prérogatives constitutionnelles, et enfin par le juge qui veille à ce que l'ensemble des contraintes fixées par le législateur soient respectées. Je pense que, M. Gosselin, nous avons la même cohérence. Enfin, la même. Vous avez votre cohérence, j'ai la mienne. Dans la mesure où je vous rappelle que le... Je vous rappelle que le 1er octobre, nous avons voté ici même donc un état transitoire jusqu'au 1er avril. État transitoire que vous appelez état donc dégradé. Oui, nous aurions dû être en CMP. Je pense que vraisemblablement nous serions en deuxième lecture à peu près dans ces eaux-là. Pour moi, le 1er octobre, ça nous donnait donc une marge jusqu'au 1er avril. Compte tenu des faits malheureusement dramatiques, il a fallu mettre quelque chose de plus important, c'est-à-dire l'état d'urgence, pendant décret 1 mois, plus 4 mois, et le reste du temps était revenu donc, dans ce régime transitoire. Donc, pour vous, bien sûr, c'était totalement un état d'urgence dégradé pour la totalité. Là, vous avez un état d'urgence plus un petit bout d'état dégradé, mais je pense que ça revient au même. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Il a beaucoup été question de juristes et de médecins dans la discussion et des avis de ces expertises. Moi, je ne suis ni l'une ni l'autre. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été les catégories professionnelles les plus représentées à l'Assemblée. Ça change un peu. Pas encore beaucoup, mais un peu. Et surtout, il ne s'agit pas simplement de se positionner en tant qu'expert. Parce que dans ce cas-là, effectivement, il y a beaucoup de controverses parmi les juristes. Par exemple, concernant le statut juridique un peu bancal, zone grise, comme le disent un certain nombre de juristes, justement, que nous débattions et qui, aujourd'hui, a été repassé par la fenêtre et qu'on veut inscrire dans cet article 2. Il y a beaucoup de débats et de controverses, y compris scientifiques, sur le virus, sur son évolution. Donc, il ne s'agit pas là d'opposer les expertises, mais de prendre nos responsabilités en tant que parlementaires pour juger de l'opportunité de telle ou telle mesure. Et plus nous pouvons le faire ensemble, de manière concertée, je crois, mieux nous serons en capacité et le pays sera en capacité de réagir justement à une situation dont tout le monde dit qu'elle est changeante. Or, ce que vous nous proposez là, c'est de nous empêcher en vérité d'avoir cette réactivité. Vous la donnez avec les pleins pouvoirs et un certain nombre de prérogatives au gouvernement, mais vous la retirez au Parlement et vous ne pouvez pas dire le contraire. D'autant que non, nous ne sommes pas démunis si nous n'adoptons pas ce texte aujourd'hui en l'état, parce qu'il existe, et pas simplement dans le Code de la santé publique à l'article 31-31-15, mais dans d'autres articles de ce code et dans d'autres codes, des moyens dans le droit commun pour réagir. Chers collègues. Oui, nous demandons la suppression de cet article qui prolonge la durée de vie des systèmes d'information et de conservation des données personnelles.
liées à la recherche sur le virus et sur les procédures de suivi. On parle ici du système SIDEP, d'information nationale de suivi de dépistage et de contact Covid, qui permet l'identification des malades et des cas contacts. On pourrait rajouter la déjà trop fameuse application Stop Covid. Mais plus généralement, pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article? Pas pour une question de principe en soi, parce que tout le monde comprend que pour le suivi épidémique, il faille avoir des instruments informatiques. Nous croyons que c'est avant tout le suivi humain et le travail des personnes qui ont été recrutées, y compris massivement pour le faire, qui est fondamental. Mais ce que nous questionnons, encore une fois, ce n'est pas le principe, mais sur la méthode et l'effectivité. Parce que vous n'avez pas apporté la preuve que le système que vous mettez en place est effectif, ne serait-ce que par vos propres déclarations et ceux du gouvernement. Quand vous indiquez que nous n'avons déterminé à cette heure, au bout de 9 mois d'épidémie, que 10% des foyers de contagion et de propagation du virus. On peut se poser la question, à quoi sert ce système si ce n'est pas justement de pouvoir comprendre et apprendre au plus près où est-ce que circule le plus le virus et comment casser les chaînes de contamination. Or, vous-même, vous dites que en fait, 90% de la contamination, on ne sait pas où elle a lieu. Et même sur les 10% où on sait qu'elle a lieu, vous ne mettez pas en place les mesures qu'il faudrait. Je pense notamment aux lieux de travail, à l'école, dans les lieux d'enseignement. Vous avez utilisé les vacances scolaires pour mettre en place votre couvre-feu. Nous pensons que c'est notamment parce que c'est une manière de prendre des mesures sans assumer de les prendre. Donc voilà un exemple qui montre que votre méthode est faite à l'envers et n'inspire pas confiance pour la suite. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre des amendements de suppression, nous arrivons à les 4 qui visent l'article 3. Nous avons eu déjà des débats en commission et à de nombreuses reprises depuis la création des systèmes d'information SIDEP et Contact Covid. Je rappellerai que ces systèmes d'information sont déterminants pour assurer la stratégie tester, tracer, isoler. Tous les tests réalisés et leurs résultats sont renseignés dans le SIDEP et chaque personne contaminée ou cas contact fait l'objet d'une fiche individuelle dans Contact Covid qui permet d'assurer son accompagnement dans le parcours de soins. Ils assurent également notre capacité à faire de la recherche sur ce virus, de mieux le comprendre et d'adapter en conséquence nos politiques publiques. Le Conseil scientifique considère ainsi que ces outils sont d'une extrême importance dans la lutte et la connaissance de l'épidémie. Je pense que, encore une fois, vous comprenez l'importance de la connaissance de ce virus pour mieux le combattre. Par ailleurs, la durée de conservation des données est limitée dans le temps, 3 mois pour toutes les données identifiantes, jusqu'au 1er avril pour les données collectées avec le consentement des personnes à des fins de recherche. Cela me paraît raisonnable. Nous avons enfin créé un comité de contrôle et de liaison indépendant, notamment chargé de contrôler le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles. Il a publié un rapport très complet le 15 janvier. Toutes les garanties nécessaires sont donc prévues. Par conséquent, avis défavorable. Madame Obono. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais rappeler à la ministre que la CNIL a émis des critiques dans ses avis sur la conformité de ces systèmes. Donc, il y a quand même quelques problèmes en termes de sécurité des données. Et la sensibilité de ces données de santé-là avait déjà alerté et faisait en sorte que nous ayons eu beaucoup de débats sur ces questions. Il y a une remise en cause du secret médical. Et cela a été dit, assumé au moins à un moment donné par le gouvernement. La deuxième question, c'est que au-delà de l'instant, de la conjoncture, il y a le processus de fond qu'il y a derrière. Et c'est celui de la centralisation des données de santé et ce qu'on appelle le Health Data Hub, qui pose un certain nombre de questions, notamment en matière de souveraineté. Et nous avions alerté, nous ne sommes pas les seuls, beaucoup d'organisations, d'associations médicales, juridiques, sur la question de les protections numériques, avaient alerté sur ce sujet. Des sénateurs de droite l'avaient fait aussi du gouvernement. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement est obligé de reculer sur le F-Data Hub, sur le fait que cette plateforme très importante soit hébergée par une multinationale états-unienne qui répond aux règles du droit états-unien et qui signifie que nous n'avons pas la souveraineté complète sur ces données. Et le fait qu'une décision au niveau européen
a fait en sorte que les accords de transfert des données soient remis en cause, fragilise cette centralisation. Donc vous voyez bien que l'actualité nous donne raison et le gouvernement a bien dû manger son chapeau en expliquant qu'il allait sortir les données de cette plateforme. Donc vous ne pouvez pas balayer du revers de la main au motif de l'urgence. Oui, l'urgence est là, mais l'urgence c'est aussi celle de la protection numérique, la protection de données sensibles dont on sait l'importance économique et dont on sait l'enjeu stratégique. Et voilà pourquoi il faut supprimer cet article pour réfléchir à une véritable mutualisation pour ces données. Merci pour laissez Madame Obono s'exprimer. Allez, Madame Merci Obono. pour cette séquence d'annonces publiques, mais les interpellations ne viennent pas du fantasme, elles sont basées sur la réalité que pose, les problèmes que pose en réalité ce type d'application. Sans même parler de fiasco, de Stop Covid V1, qui d'ailleurs n'a pas été complètement résolu par la V2, parce qu'en réalité, cette application, à part l'interface qui change un peu et quelques alertes, elle n'est pas très différente de la première. Pour le coup. Et déjà, dans la première, il avait été montré qu'il y avait des failles de sécurité. Indépendamment de la question des données de santé, il y a la question des données que vous avez sur vos téléphones portables, du fait qu'il n'y a pas d'autonomie par rapport à des géants du numérique qui peuvent avoir les moyens de récupérer ces données. Ça a été montré qu'il était possible qu'il y ait des failles. Donc, toute personne, et vous le savez aussi, puisqu'on a travaillé sur ces sujets, sait qu'il y a des failles à ce niveau-là et qu'il n'y a pas les garanties aujourd'hui, sur la base de votre propre bilan, de l'échec de la précédente application, qu'il n'y ait pas de plus grandes failles. Et par ailleurs, très rapidement, par rapport aux collègues qui parlaient de l'enjeu des données épidémiologiques. Bien sûr, collègues, c'est une question fondamentale pour cette épidémie et pour les prochaines, parce qu'on sait qu'il va y en avoir. Mais vous ne le réglerez pas par la technicité, en faisant fi de la nécessité de financer sur le long terme la recherche épidémiologique. Et c'est ce que tous les chercheurs ont dit au début de l'épidémie, quand ils se scandalisaient du fait qu'on a coupé tous les budgets pour mener des recherches sur ce type de virus, et dans la logique comptable qui est celle que votre gouvernement continue. Ce sont les chercheurs eux-mêmes qui travaillaient sur ces souches qui l'ont dit. Et c'est la prix Nobel c'est la prix Nobel française. Monsieur Millième. Allez, Madame C'est la Obono. prix Nobel française qui expliquait qu'elle n'aurait pas pu mener les travaux qu'elle a réalisés et qui lui ont valu le prix Nobel si elle était restée en France. Merci, Madame Obono. Et donc, la technicité numérique ne remplacera pas un financement de long terme de la recherche fondamentale. Le numéro 9, Madame Obono. Oui, Madame la Présidente. Oui, c'est une demande de rapport sur un sujet où il nous semble, et pas qu'à nous aussi, aux associations qui interpellent depuis des mois, depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement sur ce sujet, et également les députés. Je pense que vous avez dû recevoir de nombreuses alertes là-dessus, sur des sujets sur lesquels il faut que nous ayons une meilleure évaluation. Nous proposons, en effet, que le gouvernement fournisse au Parlement un rapport sur les conséquences sociales et sanitaires de la crise de Covid-19 sur des publics particulièrement vulnérables, que sont notamment les personnes réfugiées et demandeuses d'asile, les personnes migrantes détenues dans des centres de rétention administrative, les femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales, les personnes LGBTQI et les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires. Le collègue de la majorité nous dira certainement que la commission d'enquête va travailler tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, y compris certaines contre-vérités du gouvernement qui ont pu être mises en lumière par les commissions d'enquête. Mais je crois vraiment qu'il y a là des sujets très particuliers, très spécifiques, encore une fois, sur lesquels les associations alertent les difficultés de ces publics, de
ces concitoyens et concitoyennes qui, en temps normal, entre guillemets, sont déjà particulièrement, systématiquement précarisés et vulnérables et qui le sont encore plus en ce moment. Voilà pourquoi nous pensons que ce rapport serait vraiment très utile. Merci. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Madame la ministre. Et en moyens de protection. Merci. Madame Obono. Bien, non, chers collègues, la commission d'enquête aussi importante, et j'imagine que vous appuyez de son importance parce que vous en faites partie, mais c'est bien et c'est utile, mais à ce compte-là, on n'a plus besoin non plus de nous réunir parce qu'il semble que cette commission d'enquête aborde toutes les questions sur la Covid-19 et il n'y a plus besoin de faire un travail parlementaire. Là, nous insistons sur des axes spécifiques. Et nous allez, c'est bientôt fini, calmez-vous. On respire. Non, mais j'aimerais juste terminer tranquillement sur ce dernier amendement. Et j'insiste, parce que vous le savez aussi, et vous recevez vous aussi, collègues, les alertes des associations qui sont très attentives. On ne peut pas tous et toutes être partout, surtout quand on est peu nombreux et nombreuses dans un groupe. Mais nous suivons quand même les questions, et les associations et les personnes concernées les suivent très attentivement, et vous le savez. Vous le savez parce que vous recevez aussi, je crois, ces alertes, ces demandes d'intervention, parce que, y compris les premières réponses qui sont données dans les commissions d'enquête montrent qu'il y a un problème. Et l'enjeu de ce rapport, c'est d'aller au fond des choses et de prendre le temps et de le demander au gouvernement, parce que l'on sait aussi, malheureusement, que le Parlement n'a pas toujours les moyens d'avoir toutes les données, n'a pas toujours les moyens qu'a le gouvernement de les avoir rapidement et de l'avoir précisément. Et c'est pour cela que ces rapports sont extrêmement importants et pertinents à demander.